c'est à chaque fois différent. Ça me prend la tête, comme disent les jeunes, en début de semaine, c'est-à-dire à partir du lundi, je me dis, il faut quand même que je sache ce que je vais raconter vendredi prochain. Et parfois, ça vient vite, parfois, il y a une évidence, parfois, j'ai du mal. Et je me dis, quand j'ai du mal et que j'ai une semaine un peu chargée, je me dis, il faut que je garde 3 heures le jeudi matin pour me mettre devant mon ordinateur et trouver une idée. Alors, ce qui est formidable, et des fois ce qui est difficile, c'est que c'est un exercice de liberté absolue. C'est-à-dire que je n'ai aucune contrainte, sauf que ça doit durer. Sur mon contrat, c'est marqué 3 minutes 30. Mais si je fais 3 minutes, on ne m'en veut pas. Et si je fais 4 minutes 30, on ne m'en veut pas trop. Donc, je parle de ce que je veux. Je peux même, si je veux, je peux même ne pas être marrant. Donc, les jours où je n'ai pas envie d'être marrant, je peux être sinistre. Je me dis juste, il faut que ce soit intéressant. Alors, je ne sais pas si ça l'est toujours, mais en tout cas, moi, c'est ce que je cherche, c'est que ça puisse intéresser les gens. Au début, j'étais inquiet, je me disais, il y a 1,5 million ou 2 millions de gens qui m'écoutent. Et après, je me suis dit, non, il ne faut pas que je me dise ça. Je me dis, il y a juste une dame qui m'écoute dans sa cuisine, il y a juste un monsieur qui prend son bain en m'écoutant, et c'est pas si grave que ça, quoi. Le titre de votre recueil, Je veux être futile à la France, est tiré de la dernière chronique de juin 2013. Pourquoi avoir choisi cette chronique pour... C'est un hommage à Lionel Jospin, qui avait dit je veux être utile à la France. Donc j'ai changé juste une lettre. En fait, dans le précédent, je crois que le livre se termine aussi par l'air de rien. Et donc, c'était mon petit truc, c'était de finir les 2 années de chronique par le titre du livre. C'est bête, hein, vous savez, c'est une petite contrainte qu'on se donne comme ça. Et voilà, puis ça m'amusait. Et puis je me dis, je veux être futile à la France, c'est un peu l'idée de. On parle aussi de l'actualité, donc il y a quelque chose d'un peu sérieux derrière. On l'entend, même si c'est pas tout à fait utile, il y a quand même utile à la France. On parle de la France, on parle de l'actualité, et en même temps, j'ai plutôt un souci de légèreté, de consolation, donc, et de futilité. J'ai relu, enfin, je me suis rendu compte que les premières étaient un petit peu plus longues que celles que je fais maintenant. Ben, j'essaie de ramasser un peu. Je me dis, les gens n'ont pas tellement le temps. Il faut mieux faire un truc un peu qui marque et qui va être un peu ramassé plutôt que trop long. Au début, je pense que je me disais, il faut que je fasse des chroniques qui ressemblent peut-être pas à ce que font les autres, mais enfin l'idée que j'avais de la chronique. Je ne sais pas. En fait, je crois que j'ai toujours eu des trucs. J'ai toujours été libre. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai pu aussi m'enthousiasmer. Enfin, je ne suis pas toujours sur l'actualité. J'ai fait des chroniques sur le dernier bouquin de Cabu, sur le dernier livre de Sampé, sur un spectacle avec Robert Hirsch qui m'avait enthousiasmé. Et, et je trouve qu'il n'y a pas tellement de gens qui font ça en même temps. C'est pas je suis libre en fait. Donc je trouve que quand on s'oblige à faire de la rigolade, parfois on tombe dans un certain cynisme où on se dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter pour faire rigoler. Et des fois, moi, je lis le journal et je suis plutôt consterné avec l'envie de rire. Donc de temps en temps, j'ai plutôt envie de parler d'autre chose. Je sais pas quoi, je sais pas, ça me fait changer, ça me change les idées et je trouve qu'il y a des choses qui sont plus enthousiasmantes que les agissements de messieurs Copé et autres. J'ai beaucoup lu Vialat, par exemple. Ça fait un peu péteux de dire ça, parce qu'en gros, on me demande si je suis plutôt inspiré par Muriel Robin ou par Pierre Palmade, et je dis, moi j'aime bien Alexandre Vialat. Alors, ils vont dire, ah bah, il passe dans quel café-théâtre, tout ça. Bon, voilà, moi j'aime bien ça. Justement, il y avait chez Vialat une liberté absolue de ton. Euh, à mon avis, il votait plus à droite que moi, mais en tout cas, il écrivait drôlement bien. Et j'aime bien cet homme-là. Est-ce que vous pouvez nous parler de la préface de Jean Rochefort? Non. Pourquoi? Bah, il me traite de ringard et tout ça. C'est Enfin, ce que j'ai lu. C'est pour ça que je me pose cette question. de Christ gauchiste. Je sais plus. Non, non, mais elle est très drôle. Elle est très drôle, bien écrite, et en même temps, c'est vraiment le style. C'est-à-dire que quand on lit sa préface, on entend la voix de Jean Rochefort. Donc, c'est un plaisir. C'est vous qui lui avez Oui, demandé oui, ou oui, c'est... oui, oui, c'est moi. D'accord. Enfin, ou c'est moi qui ai soufflé l'idée à De Noël de demander à Rochefort qui a accepté.
Mais il faisait une voix déjà dans bien des choses, donc on se voit de temps en temps. Parmi toutes ces chroniques, y en a-t-il certaines dont vous êtes particulièrement fier, que vous Oh, aimez plus que fier, d'autres? Peut-être pas fier, mais que vous aimez fier que peut-être plus. j'aime bien une chronique qui s'appelle Papa, où je raconte les élections présidentielles à travers le regard de mon père. Papa, je t'écris une lettre que tu liras peut-être, vu que tu as tout ton temps depuis que tu es parti au ciel. Je dis au ciel par licence poétique, en réalité tu es au cimetière. Le ciel, tu n'y croyais pas, mais tu le regardais quand même pour savoir s'il allait pleuvoir, s'il allait faire beau, si c'était le moment de partir à la pêche ou au jardin, si c'était le bon jour pour sortir la 4L du garage et pousser jusqu'à Granville et admirer la tempête, transformer l'ordinaire en spectacle envoûtant, quand les éléments se déchaînent et rendent lyrique le quotidien. Papa, je me souviens qu'un soir en 1965, en revenant de la gare où tu travaillais et où tu avais tes copains, tu avais placardé sur la maison l'affiche de Mitterrand, un président jeune pour une France moderne. Tu voulais clairement, ostensiblement, affirmer tes idées de gauche dans le village bas-normand, conservateur, gaulliste et catholique où nous habitions. Moi, ça ne me plaisait pas tellement. Si la jeunesse est audacieuse, l'enfance est assujettie. Le lendemain matin, la nuit portant conseil et dissipant les vapeurs révolutionnaires, tu avais retiré l'affiche. Maman était soulagée, moi aussi. Papa, je me souviens qu'en 1969, tu étais énervé. Le choix entre Alain Poher et Georges Pompidou te rendait maussade. Je me souviens que tu répétais la formule de Jacques Duclos, bonnet blanc, blanc bonnet, et qu'au dépouillement, tu avais eu des mots avec la dame catéchèse chez qui j'allais tous les jeudis après-midi. Papa, je me souviens encore de mon embarras. Je me souviens qu'en 1974, bien sûr, tu n'étais pas giscardien, mais tu avais du respect pour l'homme de Chamalières que tu jugeais intelligent. Toi, orphelin de père et fils de garde-barrière, tu te sentais une sorte de proximité presque complice avec le descendant de Louis XV, sous prétexte que, comme toi, il était né en 1926 et que, par conséquent, tu l'appelais la classe. Ta profession de foi, cependant, n'avait pas changé. Tes convictions étaient intactes. Tu annonçais ta couleur. Il faut toujours voter rouge, disais-tu, parce que ça rosit toujours. Je me souviens que Georges Marchais te faisait rire et te venger. Papa, je me souviens de la joie en 81 que j'ai partagée avec toi. Je me souviens que les lendemains qui chantent ont chanté moins fort. Je me souviens que le grand soir ne faisait plus le poids devant les petits matins de la rigueur économique. Papa, je voulais te dire que le candidat pour qui tu aurais sûrement voté au premier tour avait obtenu plus de 11%. Il a appelé à voter pour le socialiste au second tour sans rien demander en échange. La formule a particulièrement surpris l'affairiste artiste dramatique Bernard Tapie, pour qui la simple idée de ne rien demander en échange doit sembler ahurissante. Oui, papa, Bernard Tapie est toujours là, comme la rougeole et la tuberculose, qui elles aussi sont revenues. Moi, je suis monté dans l'ascenseur social que tu rêvais de me voir emprunter. Même si ton émission culte était Les grosses têtes de Philippe Bouvard, tu serais sûrement fier de m'entendre parler ce matin sur France Inter. Le socialiste est bien placé pour le second tour, mais Le Pen a une fille. Sous le pont Mirabeau coule toujours la Seine, mais désormais, la joie semble venir en même temps que la peine. Je t'embrasse, papa. Si au paradis des cheminots, tu vois un nuage bien en vue, tu peux placarder dessus l'affiche Un président jeune pour une France moderne. Maintenant, je ne serai plus gêné, je serai même fier de toi. Je t'embrasse, papa. Donne-nous du courage. Est-ce que cette chronique du vendredi prend beaucoup de place dans votre vie, votre emploi du temps? Dans mon emploi du temps, pas tant que ça, mais ça prend de la place parce que je sens que c'est un rendez-vous qui est devenu assez important pour des gens, en fait, curieusement. Et je sens aussi que pendant plein d'années, quand je jouais un spectacle, la seule référence que les gens avaient avant, c'était les Des Chiens, qui était une belle référence, mais qui commençait à dater un peu. Et là, je sens que après le spectacle, souvent les gens me parlent d'une chronique particulière qui les a fait rire, qui les a touchés, qui les a émus, etc. Et donc, ça me permet d'avoir un dialogue avec le public. Et puis, je pense que quand les gens viennent me voir en spectacle, ils sentent bien que c'est la même personne que celle qui fait la chronique le vendredi matin. Donc, bon, c'est quand même c'est une chance inouïe pour moi d'avoir un endroit où je peux raconter mes petites histoires. La première fois, quand j'ai fait un spectacle
qui étaient les habits du dimanche, je me suis dit, il faut que j'arrête de le jouer au bout de, je sais pas, je l'ai joué 350 fois. Et je me suis dit, mais si je continue à le jouer, je vais jamais en faire d'autres. Alors, j'avais pas vraiment d'idée de spectacle, mais je me suis dit, il faut que je m'arrête pour en faire d'autres. Et puis maintenant, j'ai plutôt plein d'idées de spectacles et je me dis lequel va gagner. Voilà. Et donc, je trouve que c'est aussi une espèce de mécanique qui fait que quand on fait les choses, on a envie d'en faire d'autres. Donc, faire des chroniques, finalement, ça. Et puis, je suis libre. Là, par exemple, celle qui va venir vendredi, c'est juste une chronique sur le théâtre, sur l'amour du théâtre et sur Ariane Mnouchkine. Je ne me suis pas obligé à traiter de la montée du FN. Voilà, j'ai pas pris un thème d'actualité. Je fais ce que je veux et cette liberté-là est quand même irremplaçable. Ça, je me suis posé la question justement parce que là, elle n'est pas dans ce livre-là puisque ça a été fait depuis. Et je me dis, mais je ne sais pas comment je vais faire parce que est-ce que je mets petite conne dans le livre parce que en fait j'avais assez mal mesuré le truc. Moi je regarde assez peu la télévision donc j'ai appris cette histoire-là plutôt par la radio et par les journaux. Et après je me suis rendu compte qu'il y avait juste une petite fille enfin une adolescente qui montrait la banane au ministre de la Justice. Et je trouvais ça. Et donc, au début, moi, j'ai cru qu'il y avait plusieurs petites connes. Et en fait, il n'y en avait qu'une seule. Et après, j'ai trouvé que c'était un peu exagéré de traiter une ado de petite conne devant 1,5 million ou 2 millions d'auditeurs. C'est quand même énorme. Je me suis dit, moi, j'ai 50, j'ai pas encore 55 ans puisque j'aurai la semaine prochaine, mais enfin 54 ans, même déjà, on est quasiment formé. Et je me suis dit, c'est un peu violent. Donc c'est pour ça que je suis revenu. Et aussi parce que entre les deux, j'étais en week-end chez des copains à Angers et que j'ai vu aussi que la famille de cet ado avait réagi. Et je comprenais que c'était un peu trop violent, quoi. En même temps, j'avais rien retiré du fond. Je trouve qu'on peut avoir des accès de colère. En plus, c'était une façon de la respecter aussi, parce que je lui disais que j'espère qu'elle allait changer et que voilà. François Morel, merci beaucoup. Oui.